bienvenue dans Passé Présent, l'émission de Philippe Conrad. Mais cette émission est aujourd'hui dirigée par Jean-Pierre Thurberg. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Catherine. Effectivement, Philippe nous a fait des infidélités pour cause de voyages lointains et d'études non moins lointaines. Cela étant, bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, Philippe n'est pas là, mais nous lui avons trouvé, j'allais dire un remplaçant. Non, on ne remplace pas Philippe Conrad, mais quelqu'un dont l'aura égale la sienne. J'ai nommé Jean Descartes, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau avec nous aujourd'hui, et qui aura le double rôle d'être l'historien référent de la première partie, qui sera consacrée à un sujet qu'il connaît bien, puisqu'il s'agit de la Russie, et également l'invité de la troisième partie. Et nous avons également sur le plateau une nouvelle venue, que certains de nos spectateurs connaissent, puisqu'elle collabore également à une radio amie et voisine. J'ai nommé Marie-Thérèse Ablot, qui sera de temps en temps appelée à remplacer Catherine, qu'on ne remplace pas, mais de temps en temps, on est bien obligé de fonctionner quand les uns et les autres ont une vie privée ou sont en voyage. Donc l'émission se féminise et c'est très bien. Et nous sommes ravis d'accueillir Marie-Thérèse aujourd'hui. Bienvenue Marie-Thérèse sur ce plateau. Alors, quel est le programme? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première partie de l'émission va être consacrée à un sujet sur lequel Jean Descartes a une nouvelle fois pris la parole. Il fallait qu'il le fît, c'est la Russie. Jean, vous nous avez donné un article récent dans Le Figaro sur un aspect que vous aurez l'occasion de développer, qui est cet oubli fâcheux dans lequel on cantonne la Russie aujourd'hui, alors même que nous sommes en train de célébrer le centenaire de la Grande Guerre. Avant de vous passer la parole sur ce sujet qu'encore une fois vous connaissez bien et qui vous passionne, je voudrais lire un petit texte qui me paraît assez bien situer la problématique dans laquelle nous évoluons. Ça s'appelle, et le titre est tout un programme, « Misère de l'occidentalisme » et c'est signé par Slobodan Despot. Et voici ce texte. « Les Européens de l'Ouest ne veulent rien savoir de la Russie. Cette nation qui a donné Pouchkine et Guerre et Paix, Nijinsky et le Lac des Cygnes, qui a l'une des plus riches traditions picturales au monde, qui a classé les éléments de la nature, il s'agit évidemment de Mendeleïev, envoyé le premier homme dans l'espace, et le dernier à ce jour, qui a produit des pelletés de génie du cinéma, de la poésie, de l'architecture, de la théologie, des sciences, qui a vaincu Napoléon et Hitler, qui édite les meilleurs manuels de physique, de mathématiques et de chimie, qui a su trouver un modus vivendi séculaire et pacifique sur fond de respect et de compréhension mutuelle, avec ses Tatars et ses indénombrables musulmans, khazars, bouddhistes, tchoukches, bouriates et tungouzes, il faut prendre son élan, qui a bâti la plus longue voie de chemin de fer au monde et l'utilise encore, à la différence des États-Unis, où les rails légendaires finissent en rouille, qui a minutieusement exploré et cartographié les terres, usages, ethnies et langues de l'espace eurasien, qui construit des avions de combat redoutables et des sous-marins géants, qui a reconstitué une classe moyenne en moins de 15 ans, après la tiers-mondisation gorbatcho-helsingienne, cette immense nation donc, qui gouverne le 6e des terres émergées, est soudain traitée du jour au lendemain comme un ramassis de brutes qu'il s'agit de débarrasser de leurs dictateurs caricatural et sanglants avant de les éduquer à servir la, j'ouvre les guillemets, vraie, je ferme les guillemets, civilisation. Jean, on a là la trame, j'imagine, de ce que vous allez nous dire. Écoutez, j'approuve totalement ce texte de Slobodan Despot, qui est un homme passionnant, un Serbe, un éditeur et qui a une vision européenne qui correspond tout à fait à celle que j'ai. Qui est également un de mes confrères, puisqu'il est éditeur en Suisse. Oui, et je absolument. crois, Jean, que vous avez signé une très belle préface à l'un de ses ouvrages. Je ne sais pas si la préface est belle, mais j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être appelé à signer la préface d'une biographie du président Wilson, celui de la Première Guerre mondiale, qui fait entrer malgré lui les États-Unis dans la Première Guerre mondiale et qui était un homme très malade et qui a été désavoué lorsqu'il est rentré, puisque le Congrès américain a refusé les accords de Versailles et l'entrée dans la Société des Nations. Donc c'était un cauchemar pour lui. Je dois dire que je suis consterné par l'hystérie, la bêtise, l'ignorance et l'incompétence concernant la Russie de la part des Français aujourd'hui. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien appris. Ça n'est pas nouveau. Pourquoi? Disons que l'alliance franco-russe, qui est très sacrée en ce centenaire de la Première Guerre mondiale, correspondait à une revanche sur Bismarck, car en 1870, après la chute de l'Empire et la défaite française, Bismarck avait voulu isoler diplomatiquement la France. Devant cette situation, les tsars, à commencer par Alexandre II, puis surtout Alexandre III, père de Nicolas II, vont chercher à retrouver une place eux-mêmes en Europe et pensent qu'avec la France, ils pourraient s'entendre.
De même, en France, on est fasciné. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre de Jules Verne qui s'appelle Michel Strogoff, qui est très lu en Russie, très lu en France, et qui montre la réalité russe, la première réalité russe, son immensité géographique, qui fait qu'à l'époque, lorsque le tsar envoie un oukase à l'un de ses fonctionnaires du côté de Vladivostok, il faut 1 an pour y arriver. Alors, ces deux pays, que tout oppose, une république face à une monarchie autocratique, mais qui ont intérêt l'un et l'autre à s'entendre, ont un point commun supplémentaire: ils aiment, ils ont envie de prendre l'Allemagne en étau. Ils n'ont pas d'incident de frontière possible entre eux, les Français et les Russes, mais entre le nord et l'ouest, le sud-ouest, ils tiennent l'Allemagne. Et ça, c'est très intéressant parce que Guillaume II va très bien comprendre l'urgence et l'importance de réagir, et il y aura donc la constitution d'une triplice, une triple alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie qui n'était pas très chaude, et on sait qu'en face, il y aura plusieurs ententes, dont l'alliance franco-russe. Alors, qu'est-ce qui est important en cet anniversaire de la guerre de 14 ? C'est de rappeler, pour résumer, qu'au moment de la bataille de la Marne, malgré l'héroïsme, je vais dire pittoresque et inattendu des fameux taxis de la Marne, la véritable raison qui a permis de desserrer l'étau allemand, c'est l'intervention russe. Nicolas II, se souvenant parfaitement de l'alliance franco-russe et la respectant, comme il l'avait promis au président Poincaré, quelques jours avant d'ailleurs les déclarations de guerre et au moment de l'attentat de Sarajevo, puisque Poincaré se trouvait en Russie, et appréciait beaucoup le tsar, Nicolas II donne l'ordre de harceler les troupes allemandes sur la ligne de Poméranie, en Prusse orientale, ce qui fait que l'état-major allemand est obligé de dégarnir des troupes sur la Marne, en gros, ce qui sauve Paris, car sinon Paris pouvait tomber en septembre 1914, les Allemands n'étaient qu'à 45 km de Paris. Et ça, c'est un épisode dont personne n'a Alors, presque c'est un n'a parlé. épisode dont Merci, presque Jean, n'a parlé. article. L'ambassadeur de Russie m'a manifesté une reconnaissance qui m'a beaucoup touché. Un ambassadeur de France qui a été en poste à Moscou m'a téléphoné, un homme que je ne connais pas, pour me dire merci, vous avez raison. Et je tiens à dire que dans le très récent salon du livre qui s'est tenu à Nancy, la municipalité, voilà, le livre sur la place, j'ai eu le plaisir de voir et d'en féliciter l'équipe municipale à côté du drapeau français et du drapeau britannique de l'Union Jack à l'époque et du drapeau américain, le drapeau russe. Et j'ai beaucoup apprécié qu'il n'y ait pas le drapeau européen actuel parce que ça n'a rien à voir, c'est un anachronisme absolu. Alors, à cette participation extraordinaire, cette intervention des Russes très loin en Poméranie qui soulagent l'étau allemand contre les Français, eh bien, il y a quand même des gens qui s'en sont aperçus, ce sont les maréchaux Joffre et Foch, qui, dans leur mémoire, disent « Si la France existe encore, c'est grâce à la Russie, et n'oublions pas ce que nous devons à nos alliés. » C'était un véritable sacrifice. Je crois qu'il y a eu des pertes absolument alors, oui, ça a été effrayant. Considérable. Parce qu'après, les Russes sont tombés dans le piège du Tannenberg, dans la partie, une partie de la Pologne actuelle. Mais ça n'est pas tout. Au début de 1916, sur décision personnelle de Nicolas II, un contingent russe est envoyé en France. Mais évidemment, il n'est pas question qu'il passe par le territoire germanique. Donc, commence une épopée hallucinante de 2 mois, en transsibérien jusqu'en Mandchourie, où de là, des bateaux vont conduire via Ceylan, via Port Saïd, le canal de Suez, ces troupes russes qui arrivent à Marseille en avril 1816. Elles vont se battre, elles vont être entraînées à Mailly-le-Camp, en Champagne. Il y aura des centaines puis des milliers de victimes. Une partie de ces contingents, une brigade à peu près, va défiler sur les Champs-Élysées à la demande de Clémenceau. Et c'est extraordinaire parce que c'est à peu près un siècle après le passage des Cosaques d'Alexandre Ier, qui eux ne venaient pas en amis et nous ont laissé l'idée du bistrot, puisqu'ils voulaient manger vite, et qu'en russe, ça voulait dire manger vite, et boire. Manger et boire. Et ils ne s'en sont pas privés. Alors, les Français ayant, tout le monde le sait, la mémoire courte, j'allais le dire, on a oublié, dans ces commémorations, l'allié russe de la Première Guerre mondiale, avec cette situation terrible qu'est la Révolution de 1917.
Et à ce moment-là, nous avons une partie du contingent qui reste fidèle à l'Alliance, donc à la parole du tsar, et une autre partie qui est mutinée, qui suit la voie des bolcheviks, et ça se termine très mal avec je dirais une sorte d'internement forcé et une bataille au camp de la Courtine, en Creuse, avec des mutinés qui seront exécutés, jugés, beaucoup de condamnés seront dirigés vers l'Afrique du Nord. Enfin, c'est un événement absolument fantastique. La Russie importe sa révolution et son chaos et ses déchirements sur le sol français. Néanmoins, il y en a qui sont restés très fidèles. Et après la paix venue, beaucoup de Russes, qui deviennent donc des Russes blancs, sont restés en France pour éviter de sombrer dans le chaos de la guerre civile dans leur pays. Et je dois dire qu'on doit, à l'initiative du président Nicolas Sarkozy, de M. Vladimir Poutine quand il était chef du gouvernement russe et de François Fillon quand il était chef du gouvernement français, donc ça nous met en 2011, l'inauguration d'un monument à Paris, très bien placé, même si géographiquement le nom porte celui de Place du Canada, ce qui ne convient pas, c'est sur le cours La Reine, où on voit un très original monument, c'est un cosaque et un cheval. Il n'est pas à cheval, il regarde son cheval et il y a une plaque en français et en russe en souvenir des officiers et des soldats du corps expéditionnaire russe venus au secours de la France en 1914, 1916 et 1918. Donc c'est une chose, je me permets de dire que d'une certaine façon, le sang des poitrines russes, par milliers des soldats qui sont tombés pour la France, paie une partie des intérêts des calamiteux emprunts russes qui ont ruiné nos grands-parents. Il fallait que cela soit dit, merci de l'avoir dit. Comment expliquez-vous, Jean Descartes, le fait qu'on oublie aussi vite, qu'on ait, et puis au-delà de l'oubli, qu'on ait même cette réaction de russophobie, si vous n'avez pas peur d'employer ces mots qui sont toujours trop chargés? Jean-Pierre, à mon avis, il y a deux raisons. Il y a une première raison, j'allais dire physique. Les gens rejettent la personne de Vladimir Poutine comme ils ont rejeté la personne de Nicolas Sarkozy. J'allais dire que c'est presque physique. Ils ne connaissent pas, mais ils en supposent, ils en reçoivent, ils en perçoivent le pire avec des ondes négatives. Il se trouve que, quoi qu'on en pense, ce sont deux hommes de décision et non pas de commission, de comité Théodule pour ne rien faire. Bon. Vladimir Poutine est un homme passionnant, c'est une élite, c'est un ancien lieutenant-colonel du KGB en poste à Dresde, et le KGB n'était pas une école de médiocres. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Je l'ai vécu puisque j'ai été très souvent en Union soviétique. Il s'est passé un phénomène que les Français n'ont pas assez mesuré dans son ampleur, l'implosion de l'URSS. Ce géant mondial, après 70 ans de terreur, de mensonges, de désinformation, mais aussi d'héroïsme et de sacrifice. Imagine-t-on ce que c'est que cette population soviétique à qui Gorbatchev, épicier d'un grand magasin en faillite qui vend son or à Londres pour à peine payer son armée, laquelle est obligée de vendre ses décorations sur la perspective Nevsky à Leningrad à ce moment-là, et j'ai moi-même dans un avion de l'aéroflotte soviétique en Sibérie été sollicité pour $20 pour participer à l'achat de carburant pour rentrer à Moscou, sinon je n'aurais pas le plaisir d'être parmi vous. Donc est-ce qu'on mesure la honte et le choc et le traumatisme que ça représente? Ensuite, évidemment, comme les dictatures ne règlent jamais les problèmes, tout explose et les mauvais morceaux retombent plus vite que les bons morceaux, et nous avons la période mafieuse, pathétique, pitoyable et scandaleuse de Boris Eltsine, qui est aussi chancelante que le personnage lui-même à partir de midi. Les bonjours. Les bonjours. Et vous avez, parallèlement, la découverte par des personnages qui ont retourné leur casquette et leur tenue, la découverte de réserves énergétiques considérables dans ce que j'appellerais l'Amérique de la Sibérie, au nord du lac Baïkal, qui font que ces gens-là mettent la main, selon les procédés mafieux, sur de l'or, du pétrole, de l'uranium, etc. Qu'a fait Vladimir Poutine, dont l'arrivée au pouvoir a été remarquablement préparée? Il a mis de l'ordre. Alors, en Russie, l'ordre, c'est vraiment l'autorité, ça ne marche pas autrement. Vous allez me dire qu'il y a d'autres pays, on pourrait prendre l'exemple où on aurait un peu besoin d'ordre. Et l'ordre qui a été mis a été surtout
de faire payer aux oligarques leurs impôts, car l'État russe de la Nouvelle-Russie se trouvait absolument ponctionné sans les rentrées fiscales correspondantes. Et vous voulez dire qu'en Russie, il y avait des gens au pouvoir qui ne payaient pas leurs voilà, impôts. C'est inimaginable. Et malheureusement, ça n'est pas en France, bien entendu. Qu'on verrait ça, bien sûr. Donc il a dû mettre de l'ordre. C'est un homme de décision que j'ai rencontré une fois, par hasard, c'était encore à Leningrad, sa ville, où il a beaucoup œuvré pour qu'en 1991, en septembre 1991, un référendum redonne le nom impérial pour effacer l'insulte de Leningrad. C'est donc un homme qui a le sens de l'histoire. Et pardonnez-moi de le dire, mais après mon livre sur la saga des Romanov, j'ai reçu une très belle lettre officielle en français où on m'a dit qu'on me lisait au Kremlin et qu'on était très, très content de voir que les relations franco-russes étaient rétablies dans leur réalité, identité. Parce que tout ça, si vous voulez, ça se situe entre Normandie-Niemen pour la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le voyage de Pierre le Grand qui va tenir le jeune Louis XV dans les bras, qui découvre la France après avoir découvert la Hollande. Ça nous ramène à Anne de Kiev, liée à la couronne de France. Bref, sans parler du courrier de Saint-Pétersbourg qui va paraître en français, que Victor Hugo a fait traduire en russe dès 1844 Notre-Dame de Paris. Bon, une série d'échanges fantastiques. Et on veut aujourd'hui nous faire croire que les Russes sont uniquement des nouveaux nazis, des voyous, etc. Des barbares, alors que c'est un pays qui adore l'Europe, qui se considère comme largement européen, tout au moins dans la partie qui va jusqu'à l'Oural, qui aime l'Europe, qui parle un français excellent, qui aime tout ce qui est intelligent et raffiné. Alors, ils ont du mal aujourd'hui à en trouver en France, c'est évident, mais qui se place aussi comme un rempart contre l'islamisme, parce que, je dirais qu'avec les républiques soviétiques, ils ont vu ce que ça donnait en Ouzbékistan, par exemple, où déjà Lénine s'était cassé le nez contre, évidemment, les excès d'un islam qui prônait l'égalité soi-disant entre hommes et femmes, mais ça ne s'empêchait pas de faire le contraire. Bon, donc, la Russie, aujourd'hui, a un message. Nous aimons l'Europe, nous sommes européens. Catherine II et ses géographes avaient fixé la frontière entre l'Europe et l'Asie. Elle n'écrivait qu'en français à M. de Voltaire, qui avait du mal à lui écrire en russe, mais elle voulait qu'on lui réponde en français. On aime la France et on est stupéfié aujourd'hui par le comportement français. Je rends hommage personnellement au président Sarkozy qui a eu le courage d'aller voir Poutine au moment de la crise de Géorgie. Ça a été réglé. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui suivent les Américains dans ce qu'ils ont de pire, dans leur incompétence, leur ignorance à jouer les gendarmes du monde. Et à mon avis, quel que soit ce que nous devons aux États-Unis, qui nous emmène sur une très mauvaise pente, car la Russie est notre voisin. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure, Jean Descartes, de Michel Strogoff, du succès planétaire qu'a rencontré cette saga. C'est à peu près l'époque où Buffalo Bill, on en a parlé sur ce plateau avec une spécialiste il n'y a pas très longtemps, faisait en Europe et en France en particulier des tournées. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, deux entités, deux pouvoirs culturels sont en passe de l'emporter. On ne sait pas qui va sortir du chapeau. Est-ce que c'est le modèle américain avec le Far West, la conquête de l'Ouest, ou est-ce que c'est le modèle du Far East, si vous me permettez ce néologisme, avec Michel Strogoff et les immensités russes? Comment expliquez-vous que dans ce choix, finalement, que la France pouvait faire entre ces deux parrains, entre guillemets, gigantesques, ce soit finalement le modèle américain qui l'ait emporté? Alors c'est d'autant plus curieux, Jean-Pierre, que actuellement, il n'y a pas de ministère de la Culture dans le gouvernement américain. On est inondé par la culture américaine. Et il y a des autorités culturelles en Russie. C'est très, très curieux. Alors, je pense que nous avons été inondés par une civilisation qui a commencé après 1918, évidemment. Les Américains ont découvert un marché en Europe dont la France a fait partie, dans les bagages, je dirais, de Scott Fitzgerald. Bon. Et de Hemingway, qui nous a laissé un grand livre sur cette période.
Et puis, les événements sont ce qu'ils sont dans l'entre-deux-guerres, et il y a cette entrée en guerre des États-Unis et l'ouverture pour les États-Unis d'un second marché après 1945, où la France, évidemment, est inondée et reconnaissante, il faut le dire, à l'effort américain, mais qui n'a jamais été désintéressée. La grande différence avec l'intervention russe, c'est qu'elle est, je dirais, très romantique d'une certaine façon. Les Russes sont un peu fous, sinon ils ne sont pas Russes, et ils aiment comprendre. J'ai vu des gens qui rêvent de la France sous toutes ses formes et qui n'y ont jamais été, mais qui savaient. Et cette culture et ce sens de l'histoire est une véritable religion, à côté de la religion orthodoxe, qui, à mon avis, a permis aux soviétiques de tenir face au totalitarisme. Chaque fois que je vais en Russie, je suis stupéfait, car ces gens qui ont l'élégance de parler un français fantastique, par leur connaissance universelle de la France, leur inquiétude aujourd'hui et leur tristesse de voir qu'on les fait passer pour des barbares. Enfin, il est ahurissant que personne n'ait vraiment rappelé en France, par exemple, que la Crimée était russe depuis Catherine II et que c'est le duc de Richelieu, un Français, qui a urbanisé la ville d'Odessa. Bon, l'ignardise faisant des progrès tous les jours, comme disait Alphonse Allais, c'est effrayant, cet abrutissement. Donc on a fait de Vladimir Poutine, qui évidemment n'est pas un enfant de cœur, mais méfions-nous des enfants de cœur en politique, on voit ce que ça donne en France, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire des amateurs et des incompétents. Tous les enfants de cœur ne sont pas incompétents. Ne sont pas incompétents. Ayant moi-même donné, je m'efforçais d'être à la hauteur. Je me disais aussi. Et Vladimir Poutine est obligé de tenir un pays formidable. Mais regardez, avec ce sens de l'histoire, c'est Vladimir Poutine qui a fait débloquer une somme de dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, pour que le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, le cimetière où repose notamment Rodolphe Nureyev, soit remis en état puisque les tombes étaient en déshérence. Et pour dire, nous devons raconter toute l'histoire de la Russie. J'ai toujours le besoin de montrer aux gens dans la gare d'Ekaterinbourg, sur la ligne du Transsibérien, la gare de la ville où a été massacrée la famille impériale dans la nuit du 17 juillet 1918, une immense fresque commandée par Vladimir Poutine en l'an 2000, qui raconte l'histoire de la Russie depuis la Russie kievienne, c'est-à-dire depuis l'Ukraine, le berceau, à rappeler aussi. Et c'est fait d'une façon fantastique, car tout est dit, les faiblesses, les horreurs du régime impérial, les faiblesses du régime stalinien, bolchevique, brejnevien, etc. Tout est dit. Et vous avez une fresque particulièrement étonnante. Vous avez à gauche, nous sommes à la veille de la guerre civile, en fin 17, début 18, au moment de la paix séparée de Brest-Litov. Vous avez les rouges, les bolcheviques, très courageux. À droite, les blancs, les monarchistes, très courageux. Et au milieu, la famille impériale qui s'élève. Elle vient d'être massacrée dans la maison Ipatiev, dans le sous-sol. 23 marches d'un escalier maudit. Et Nicolas II avait régné 23 ans. Curieux symbole. Et la famille impériale monte au ciel. Vous imaginez dans la gare de Nantes, Marie-Antoinette et Louis XVI montant au ciel. Eh bien, quand j'en ai parlé à un ancien président de la République, en lui disant « Monsieur le Président de la République s'honorerait de demander pardon pour les horreurs des guerres de Vendée », il m'a répondu que la Shoah était pire. On ne va pas comparer une horreur à l'autre, mais nous qui donnons des leçons à tout le monde, nous prenons de la part des Russes une leçon d'histoire, car ils affrontent courageusement leur passé, pas nous. Alors, et c'est pour ça que nous ne sommes pas une démocratie apaisée. Non seulement nous n'affrontons pas le passé, mais nous nous efforçons de le pousser sous le tapis d'un pied absolument. Jean, vous avez, Jean, et je vous rends hommage pour cela, fait remettre dans le grand hall de la gare de l'Est la fresque représentant le départ des poilus vers le front en 1914. Si vous n'aviez pas été là, ce tableau pourrirait aujourd'hui dans quelques cas. Alors c'est une de mes fiertés, ce tableau d'un peintre américain, Alfred Albert Herter, dont le fils a été tué à la fin de la guerre. On le voit d'ailleurs sur le tableau. Ce qui montre le début du départ, c'est pas le 2 août 14, des troupes françaises pour cette guerre qui allait être une promenade de santé, la canne à la main, comme d'habitude.
Et j'étais, le ferrovipate acharné que je suis, était scandalisé dans les travaux de la gare de l'Est, au moment où je suis convié par la SNCF à commenter l'aventure des chemins de fer de l'Est en France. Au passage, messieurs les ingénieurs avaient oublié l'occupation de l'Alsace-Lorraine et un détail technique qui est tout de même embarrassant, que les trains allemands roulent à droite et non sur la voie de gauche. Il a fallu quand même procéder à quelques inversions pour éviter des incidents. Bien. Mais l'inversion est tout à fait à la mode. Voilà. Et ce tableau était, bon, dans un endroit mis en sécurité, mais devait être restauré. Mais surtout, ce qui était grave, c'est que sa réinstallation n'était pas prévue. Je me suis battu. J'ai fait passer un très mauvais week-end au président de la SNCF, Guillaume Pépi, qui l'a avoué lui-même, et qui, lors d'une cérémonie parfaitement sabotée de sa part, où il a commencé à parler des wagons de la déportation, je me suis permis de lui dire qu'on n'allait pas se tromper de guerre, puisque nous étions en 1914, et bien entendu, il n'a pas invité l'ambassadeur des États-Unis, qui m'avait, lui, écrit pour me remercier de ma chronique, qui s'appelait « Rendez-nous les poilus de la gare de l'Est ». Bon, il y a comme ça des volontés d'effacement de l'histoire qui, malheureusement, avec la force que sont les médias aujourd'hui, s'adressant à des gens ignares, aboutit à la pire des manipulations, qui est celle des gens qui sont ignorants. Est-ce que ce n'est pas plus qu'une volonté d'oublier l'histoire? Est-ce que ce n'est pas en permanence le dénigrement de soi? On a l'impression, la France courtisée par les Américains, à juste titre, pendant la Première Guerre mondiale, courtisée par les élites russes, se laisse aller parce qu'elle s'imagine indispensable, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas là ce que Aznavour avait joliment résumé en disant « tu te laisses aller, tu te laisses aller ». Oui. Est-ce que la France ne se laisse pas aller? Alors, la France se laisse aller, et malheureusement, le mauvais exemple vient, je n'ose pas dire de haut, parce qu'on est tellement bas, mais c'est absolument... Ah, c'est le Pays-Bas, c'est certain. Mais oui, la Hollande est devenue le Pays-Bas. C'est une très oui. intéressante remarque géographique. Et je pense que, ou alors on pourrait dire, comme disent les chansonniers, France, Hollande, zéro partout, quoi. Voilà. Je pense que les gens qui adorent l'histoire en France ont été soigneusement mis à l'écart par le ministère de la Destruction nationale, je pèse mes mots, ministère de la Destruction nationale dans la connaissance, sinon des auteurs d'ouvrages historiques aussi célèbres et intervenant à la radio et à la télévision comme Alain Decaux, André Castelot, Jean-François Cap, n'auraient pas eu la place qu'ils ont prise si le ministère et les enseignants avaient fait leur travail. Ces auteurs sont devenus des enseignants de l'histoire agréables et accessibles et humaines. Et est-ce que je peux ajouter à la liste prestigieuse que vous venez de nous donner un certain Jean Descartes? Merci de réhabiliter l'histoire, merci. Je me reconnais dans cette école. Alors, puisque vous avez pris ce risque, je vais vous avouer qu'il y a 3 ans, Alain Decaux, lors d'une cérémonie officielle me concernant, a eu la bonté qui m'a bouleversé de me dire « Jean, tu es un de mes fils spirituels ». Je suis très heureux de revendiquer cette école qui consiste à raconter d'une façon humaine et accessible, parce que je pense que ce sont non pas les événements qui les font, les hommes et les femmes, quelques circonstances, mais les hommes et les femmes d'abord, leur tempérament, leur caractère, leur personnalité qui interviennent. Vous me fournissiez une transition parfaite avec la 3e partie, mais pas de chance. Entre la première et la 3e partie, il y a la 2e partie. Ça, c'est curieux. Catherine va nous parler, merci. De la petite histoire dans la grande histoire. Merci Jean. Oui, en tout bravo. cas, c'était J'espère lumineux. que je n'ai pas été trop long. Et nous nous retrouvons tout de suite. Est-ce que vous avez vu un film paru en 1937 de Frank Capra qui s'appelait Lost Horizon? Sans doute pas. Mais peut-être, chers amis qui êtes sur le plateau aujourd'hui, Bob Moran, ça vous dit quelque chose, hein, surtout les messieurs. Bob Moran, La Vallée infernale. Eh bien, La Vallée infernale de ce Bob Moran et ce film, c'est l'histoire vraie d'un avion
qui s'est écrasé en Nouvelle-Guinée hollandaise le 13 mai 1945. Alors un tout petit point d'histoire. La Nouvelle-Guinée hollandaise, bon, c'est tout près de l'Australie, sur ce territoire perdu de la Papouasie, qui appartenait moitié à la Hollande et moitié à l'Allemagne, et depuis 1945, moitié à l'Angleterre. La capitale s'appelait Hollandia, et donc une base américaine s'était installée sur la côte. Parce qu'il restait des Japonais planqués et oubliés un petit peu partout dans la jungle. Alors il faut imaginer ce terrain. C'est une île extrêmement inhospitalière avec des montagnes absolument incroyables qui montent jusqu'à plus de 5000 mètres, hein, plus haut que le Mont Blanc. Et au centre, il y avait une vallée perdue qu'on a surnommée à cause du film Shangri-La. Évidemment, au moment du tournage du film, cette histoire n'avait pas encore eu lieu. Mais Shangri-La, c'était devenu le paradis perdu, c'est-à-dire on passe des montagnes extrêmement hautes et à l'intérieur on découvre un écrin fabuleux qui est une vallée paradisiaque avec des petits hommes sortis tout droit de l'époque des cavernes. En fait, ils en sont encore à l'âge du fer et complètement coupés de la civilisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 13 mai 1945 ? On est quelques jours après la fin de la guerre en Europe, mais on n'y est pas encore pour l'Asie. Et la base américaine, eh bien, les gens s'ennuient un peu et ils ont pris l'habitude de faire un petit tour au-dessus de cette vallée perdue, simplement parce que c'est beau. Alors cette vallée, elle fait 65 km de long sur 13 de large et elle est totalement enclavée. Et c'est devenu le truc des pilotes qui veulent draguer un petit peu les jolis WACS, les Women Army Corps. Ils les emmènent le dimanche après-midi voler au-dessus de la vallée perdue. Ce jour-là, il va y avoir 24 personnes à bord, 24 personnes dont 9 femmes. Et ils partent à 14 heures, le vol se passe bien, jusqu'à un moment où le pilote veut aller dire bonjour dans la carlingue aux jolies jeunes femmes qui sont là. Il abandonne les commandes au copilote, qui est moins bon que lui. Une petite wax s'installe dans le siège du pilote pour mieux voir. Et quand l'avion perd brutalement de l'altitude et menace de s'écraser, il n'a pas le temps de revenir jusqu'à son siège, d'éjecter la petite wax et de reprendre les commandes. Et le copilote va s'écraser dans ce qu'on appelle, dans le langage des pilotes, un caillou dans le nuage, c'est-à-dire tout d'un coup, il voit une montagne infranchissable devant lui, il a perdu de la portance et l'avion s'écrase. Et il s'écrase de façon effroyable, il va se couper en deux, la queue va être éjectée à plusieurs centaines de mètres, et en gros, dans l'avion, tout le monde est tué, sauf 4 ou 5 personnes. Alors, parmi les 4 ou 5 personnes, il y a un copilote, mais qui ne pilotait pas ce jour-là, qui d'ailleurs a son jumeau à bord aussi, ils ne s'étaient jamais quittés de leur vie, ils s'appellent John et Robert McCollum. Robert est tué et John s'en sort miraculeusement, il n'a quasiment pas une égratignure, c'est le seul. Il va y avoir une ravissante jeune femme qui va être mon héroïne aujourd'hui, elle s'appelle Margaret Hastings. Alors elle est mignonne comme tout, elle a un visage ravissant, elle ne fait qu'1,57 m, elle est toute fine, toute mignonne et elle est grièvement brûlée, mais elle arrive à s'en sortir plus ou moins. En fait, elle est éjectée bizarrement dans les bras d'un homme qui était là, d'un officier qui était là, qui avait serré ses bras contre elle. Donc elle se retrouve éjectée, serrée par les bras de ce cadavre, et le feu avance. Donc elle a toutes les peines du monde à se dégager de cette étreinte sinistre, mais en même temps, ça l'a protégée. Et puis il y a un appelé qui a 34 ans ce jour-là, c'est son anniversaire. D'ailleurs, il s'appelle Kenneth Baker, qui lui est très grièvement blessé aussi. Sort aussi en titubant la meilleure amie de Margaret, qui malheureusement, elle ne va pas vivre longtemps, elle va mourir dans les bras de Margaret la première nuit. Il regarde atterrer l'avion brûlé, il ne reste rien. Il n'y a plus de radio, il n'y a plus de ration de survie, il n'y a absolument plus rien. Ils sont vraiment blessés, au moins Margaret et Kenneth, des brûlures très très profondes.
Mais heureusement, il y a McCollum qui, lui, va un petit peu mieux, malgré le choc et le chagrin. Et il va récupérer dans la queue de l'avion un radeau de survie, enfin, pas un radeau, mais une sorte de dinghy jaune vif, avec des bâches jaune vif. Et ça va les sauver. Comme il dira plus tard, en fait, ce qui devait nous sauver sur l'océan va nous sauver sur la terre. Parce que où est-ce qu'il se retrouve? Eh bien, il se retrouve dans cette vallée paradisiaque, mais qui n'est pas si paradisiaque que ça. D'abord, on leur a dit, attention, les peuplades, là, n'ont jamais vu d'hommes blancs, et de l'avis des spécialistes, ils sont cannibales, et ils sont extrêmement dangereux. Or, il y a quand même quelque chose comme 100 000 indigènes qui vivent dans cette vallée. Donc, très vite, ils vont rencontrer les premiers indigènes. Et avec une peur terrible, parce que s'ils sont des cannibales, ils n'ont aucune chance. Avoir survécu à un si terrible accident d'avion pour être mangé par des cannibales, c'est quand même terrible. Heureusement, les premiers indigènes qu'ils voient n'ont pas l'air agressifs. Il faut dire qu'ils sont dans un piteux état, ils n'ont pas l'air agressifs non plus. Ils voient que bon, ces pauvres gens sont blessés. Ils n'ont rien à boire et ils n'ont que des paquets de charms. Les charms, c'est des petits bonbons très sucrés et ils vont survivre avec ça pendant 3 jours. C'est pas beaucoup. Ils arrivent à se traîner dans la jungle, parce que c'est de la jungle, hein, on est dans un coin équatorial, ou tropical, plutôt tropical je pense, mais la nuit il fait très froid, parce que les montagnes, je vous dis, se culminent à 5000 mètres. Personne ne sait comment revenir vers ces gens-là. Alors en plus, ils étaient partis un peu en douce, parce que ce n'était pas vraiment prévu d'aller faire des tours comme ça avec des filles. Mais bon, 9 WACS qui disparaissent d'un coup, ça fait un choc terrible. Donc très vite, des télégrammes sont envoyés aux familles en disant « votre femme, votre fille, votre nièce a disparu ». Et les avions font des tours pour essayer de les repérer. Et repérer dans la jungle un groupe de 3 blessés, c'est très difficile. Heureusement, il y avait les bâches jaunes. Donc ils arrivent à mettre sur la canopée ces bâches qui sont quand même très visibles d'en haut. Donc un avion de reconnaissance les voit et bat des ailes pour montrer repérer, et va revenir et leur parachuter de quoi tenir un petit peu, des vivres, des pansements, ils se doutent qu'ils sont blessés, et alors ça, moi je trouve ça fabuleux, du rouge à lèvres et des pinces à cheveux pour les 9 WACS. Ils ne savent pas qu'il n'y en a plus qu'une qui est vivante et qui est bien loin de penser à se maquiller. Alors elle est très, très intelligente, Margaret Hastings, parce que déjà elle est très chrétienne, donc elle récupère dans l'avion, non, elle avait perdu dans l'avion son chapelet, et dans l'avion qui leur parachute, donc des premiers secours d'urgence, il y a sa Bible et son chapelet. Et ça ne va pas être inutile, parce qu'ils sont vraiment dans une situation épouvantable. Elle demande à McCollum, qui est le seul qui est à peu près en bonne santé, avec ce qui semble être un tout petit couteau de poche, de lui couper les cheveux, parce qu'elle a de très longs cheveux, et dans la jungle, ce n'est pas pratique. Et puis, alors ça lui brise le cœur, mais elle le fait parce que c'est une question de survie. Elle prend les chaussures de son amie Laura, qui est morte dans ses bras, parce que si elle n'a pas de chaussures, elle ne pourra pas s'en sortir dans cette jungle. Mais enfin, on imagine le drame que ça a été d'abandonner les morts. L'avion est tellement enfoncé dans la forêt qu'on ne le voit pas. Il brûle pendant plusieurs heures, mais après, l'avion de reconnaissance ne peut pas le voir. C'est vraiment la bâche jaune qui fait la différence. Alors, bon, une fois repérés, formidable, on leur parachute même une radio, donc McCollum peut communiquer avec l'avion qui survole la vallée, mais pas avec la base, parce que les montagnes sont trop hautes et ça ne passe pas. Donc l'avion leur dit « on va vous balancer du renfort ». Et on leur envoie une demi-douzaine de parachutistes aguerris, dont 2 infirmiers. Alors ils tombent un peu loin du trio des rescapés de l'avion, et eux tombent en plein village indigène. Et alors là, on leur a dit, attention, ils sont super dangereux, ils sont armés jusqu'aux dents, les parachutistes, hein, ils ne viennent pas, eux, avec la Bible à la main et en paix.
Mais on leur avait dit, alors il y en a un qui est vaguement anthropologue, qui avait dit, dans ces peuplades-là, comme on ne peut absolument pas communiquer, évidemment la langue est totalement inconnue, il faut prendre des herbes et remuer des herbes, et ça veut dire qu'on vient en paix, quoi, un messager de paix. Alors il y en a un qui s'y colle, qui remue des herbes, puis dit, au bout d'une heure, j'avais l'air complètement idiot, je pose mes herbes. Et à ce moment-là, les indigènes s'approchent. Alors il faut imaginer, les indigènes, ils font 1m40, hein. Ils viennent tout droit de l'âge de fer. Ils ne connaissent d'ailleurs même pas les outils, ils ne connaissent pas les pelles et tout ça. Ils sont d'une crasse épouvantable, avec une odeur à tomber raide. Ils ne se coupent jamais les cheveux, donc ils ont des espèces de locks dans un état épouvantable, et ils dressent des petits scarabées pour aller leur manger la cire des oreilles, sinon ils n'entendent plus au bout d'un moment. Bref, c'est pas gagné de communiquer avec ces gens-là. Eh bien si, parce qu'ils paraissent extrêmement tendres. Alors là, ça inquiète un peu les parachutistes, ils commencent à leur caresser les cheveux, à passer la main dans le treillis. Alors les parachutistes se disent... Ils nous prennent pour des femmes, parce qu'en fait, les femmes, on voyait à peine que c'était des femmes. Ah, j'avais oublié dans la description de ces troupes indigènes qu'ils avaient un seul habit, c'était un étui pénien d'1 mètre de long. Comme ils étaient tout petits, ça traînait par terre. Ils vivaient nus, bien sûr, mais avec cet étui pénien. Donc les parachutistes sont très déroutés par le côté tendre des indigènes. Et le plus haut gradé des parachutistes dit, ils nous prennent pour des bonnes femmes, il n'y a qu'un moyen, on se déshabille, on leur montre qu'on est des mecs. Ce qu'ils font, et les indigènes sont horrifiés, se cachent les yeux, ils disent zut, c'est pas ça qu'il fallait faire. donc les rapports sont quand même pas faciles. Ils vont quand même survivre, ils vont retrouver les blessés, et le problème c'est comment on les sort de là, parce que maintenant ils sont une bonne dizaine, mais aucun avion ne peut se poser. Aucun. Il faudrait faire des travaux de terrassement pour faire une piste, c'est absolument impossible. Les hélicoptères, évidemment, ne montent pas jusqu'à 5000 mètres, ne peuvent pas passer. Donc, les ingénieurs américains se mettent à gamberger comment on va les sortir de là, parce qu'ils ne vont pas passer toute leur vie avec un étui pénien et des scarabées pour manger la cire des oreilles. Aucun cours d'eau. Ah si, il y avait une... c'était charmant, avec des grottes et tout ça, mais enfin, ils n'avaient pas envie d'y finir leur jour. Et finalement, ils vont trouver ingéniosité de ces gens-là, ils vont trouver le seul moyen de les sauver. Ils vont parachuter des très grandes perches de plusieurs, peut-être genre 8 mètres de long, un câble d'acier, et ils vont faire se poser en douceur, ce qui n'était pas évident, un planeur. Parce que le planeur a tendance à se casser en se posant. Et là, il ne faut surtout pas casser le planeur. Les rescapés vont se mettre dans le planeur, ayant attaché le câble à l'avant du planeur, qui va passer sur un autre câble entre les deux perches, et un avion passant en rase-motte va accrocher avec un énorme crochet le câble et arracher le planeur de cette vallée, certes paradisiaque, mais enfin quand même terrible. Alors, pour la petite histoire, le planeur s'appelait le Fanless Fagot. Pour ceux qui connaissent l'anglais, vous avez compris. Pour les autres, ça veut dire le PD sans hélice. Je ne m'étendrai pas sur le pourquoi. Enfin, on a les photos de ce planeur. Ils vont ramener tout le monde, ils vont survivre, et pourtant Margaret et Kenneth avaient un début de gangrène très avancé, et ils vont avoir droit à une tic-tac parade, et elles vont continuer leur vie, et on les a appelés les disparus de Shangri-La. Et Shangri-La, eh bien, c'est un autre nom pour paradis terrestre, mais enfin un paradis terrestre à nuancer. Eh bien, merci Catherine. Après cette belle et inquiétante histoire, nous arrivons à la troisième partie de notre émission.
au cours de laquelle notre invité, ça ne sera une surprise pour personne, est encore Jean Descartes. C'est avec plaisir. Jean Descartes, nous avons beaucoup parlé sur ce plateau de la Grande Guerre. Vous allez nous en parler, vous allez d'ailleurs en parler aussi dans votre prochain livre qui s'intitule « Le sceptre et le sang », la Grande Guerre vue depuis le trône des têtes couronnées qui règnent alors à l'époque en Europe. Alors, c'est la Grande Guerre, mais aussi l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, j'ai la prétention de proposer un livre qui, d'après moi, n'existait pas. C'est-à-dire, non un énième récit de la Première Guerre, de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, mais de s'interroger sur la personnalité, le caractère, la vie intime, personnelle de ces souverains qui ont, en 14, enclenché ou ont été impliqués malgré eux dans le premier cataclysme, leurs successeurs, c'est-à-dire un récit humain, leurs amours officiels ou clandestines, leur santé, leur passe-temps, leurs alliances familiales. C'est une grande famille. C'est une famille qui se dispute et c'est effrayant. Et tout en commençant à rappeler, contrairement à ce qu'on a entendu ces temps-ci, rappelant que Jean Jaurès était soi-disant le premier mort de la guerre de 14, ce qui est idiot puisque la guerre n'était pas déclarée et qu'il n'était pas combattant et que les deux premiers morts de la guerre, quand on analyse la chronologie, c'est l'archiduc héritier François Ferdinand et son épouse, la comtesse Sophie Kotek. C'est donc l'amour conjugal qui est la première victime de la Première Guerre mondiale. Bon, j'ai été fasciné par ces liens de famille, et je fais des recherches dans toute l'Europe, et notamment cette Europe centrale balkanique infernale dont Bismarck disait déjà « ne nous en occupons pas », y compris des Slaves du Sud, c'est-à-dire les Yougoslaves, parce que c'est effrayant. Très compliqué, oui. Et parmi tous les personnages qui sont fascinants et que j'analyse sur le plan humain de 1913 à 1947 avec une conclusion sur aujourd'hui, il y a un personnage parmi d'autres qui me plaît beaucoup, c'est la reine Marie de Roumanie, qui était très belle, très intelligente, cultivée, qui parlait un français parfait, et qui est la seule souveraine qui a le culot de venir à la conférence de la paix à Versailles, où les monarques ne sont que représentés, et elle fascinait Georges Clemenceau, qui trouvait que cette femme très belle, qui avait beaucoup d'amants, ça amusait le président Clemenceau, avait l'audace de venir, et tous les journalistes savaient qu'elle allait être là. Même Colette avait fait un reportage sur Le Matin en prenant le train de la reine d'assaut pour avoir une interview spéciale. Et elle vient se plaindre à la conférence de la paix parce qu'on lui a pris, on est en train de lui prendre un morceau de la Roumanie dans le nouveau traité de paix des États artificiels et les démembrements de l'Empire austro-hongrois. Clemenceau, qui avait veillé à ce que Poincaré l'élève à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, elle est la seule personnalité étrangère en 1919 à recevoir cette distinction. Je lui dis « Madame, votre Majesté réclame la part du lion ». Et elle lui répond « C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que je suis venu voir son cousin, le tigre ». Donc c'était très amusant. Remarque intelligente. Et alors ce qui est hallucinant dans cette histoire de famille, c'est de penser avant 14 que Guillaume II, Nicolas II, jusqu'en 1910, Édouard VII, n'arrêtaient pas de se rendre visite en portant un uniforme honorifique du pays qu'il recevait. Alors quand le souverain britannique allait en Allemagne, on lui avait réservé un uniforme particulièrement théâtral à la Guillaume II, avec des aigles, des casques, etc. Et Édouard VII, juste avant sa mort, avait dit que c'est absolument ridicule, car il était empêtré dans son uniforme pendant que l'orchestre officiel impérial allemand jouait déjà le God Save the King. C'était ridicule. Et je pense justement qu'Édouard VII, qui était un homme adoré des Français, puisqu'il a réussi à liquider le contentieux colonial après Fachoda, qui était très aimé et apprécié des Françaises, notamment, qui était génial, derrière son grand cigare et son rire à gorge déployée, aurait, lui, pris tous les moyens de locomotion possibles, après l'attentat de Sarajevo, pour aller voir tous les souverains, pour leur dire « Non, ne faites pas cette folie ». Et je pense que ce grand médiateur, qui savait travailler dans l'urgence, il avait nommé un Premier ministre dans son appartement provisoire de l'hôtel du Palais à Biarritz.
bousculant la tradition britannique, il avait nommé un Premier ministre en terre française, ce qui ne se faisait jamais. Et il aurait dit à Guillaume II, à Nicolas II, parlez-vous, ça n'est pas possible, parce qu'il aurait vu la fin de l'Europe. Malheureusement, il était mort avant, et c'est donc l'absence de concertation par des faux télégrammes, par des fausses bonnes manières, je compte sur toi, mais tout en préparant une mobilisation, qu'arrive cet engrenage formidable. Et je me permets de rappeler qu'il y avait quand même deux éléments qui étaient les détonateurs. 1908, l'annexion brutale de la Bosnie-Herzégovine par François-Joseph, c'est-à-dire d'un morceau de l'Empire ottoman en Europe, qui agrandit donc l'Empire autrichien sur sa partie, on va dire, hongroise, et c'est fait brutalement, puisque c'était un mandat de gestion qui est transformé en annexion. Et ce qu'on oublie tout le temps, l'intervention de l'Italie, du roi Victor Emmanuel III, qui règne depuis 1900, et qui, lui, lance une campagne coloniale pour essayer de retrouver la grandeur de la Rome antique en terre africaine, en Éthiopie, dans la future Libye. Et c'est une guerre qu'on n'a jamais vue, avec des premiers engins aériens, avec des premiers engins blindés. Et c'est donc cet exemple de guerre coloniale italienne oubliée qui est une répétition technique et militaire, je dirais, de ce qui va suivre après Sarajevo. Je pense que l'enchaînement, l'engrenage n'était pas obligatoire. Beaucoup de gens n'y ont pas cru, notamment en France, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui compte? C'est le procès de Madame Caillot, qui fait la une des journaux. Dont nous avons parlé ici même, voilà. naguère. Et donc, parce que les Balkans, c'est compliqué, c'est loin, etc., et c'est une habitude de s'entretuer là-bas. Et donc, c'est absolument terrifiant. Et ce qui m'a fasciné, c'est de penser qu'il y a des personnages qui, comme Victor Emmanuel III, vont connaître les deux guerres mondiales dans des conditions bien différentes. Ces monarchies qui, en 1914, représentent l'immense majorité des régimes politiques d'Europe, à l'exception de la France républicaine depuis 1870. Ne parlons pas de la Suisse et de sa neutralité légendaire, et le Portugal depuis 1910. Toutes ces monarchies, et on voit celles qui ont survécu aujourd'hui, et qui d'une façon générale, je dirais, donnent plutôt une impression de stabilité et d'espoir en donnant un visage à l'avenir, ce que ne donne pas la République qui est pleine d'incertitudes, comme on sait. Et c'est assez consolant avec la nouvelle génération des souverains qu'on a vu arriver à la une depuis ces derniers mois. Alors, on va essayer, Jean Descartes, de faire un mini-tour d'Europe, pays par pays. Moi, j'aimerais bien commencer par la Hollande, parce qu'on ne sait pas très bien le rôle de la reine Wilhelmine. Alors, la reine Wilhelmine a été un personnage formidable de la Première Guerre mondiale, comme la grande-duchesse de Luxembourg, Charlotte. Bon, pour résumer, ces souverains étaient taxés par l'histoire de leur pays d'être plutôt germanisants, plutôt germaniques, comme en Belgique, où le roi Albert Ier sera obligé de dire « Oui, je suis un Saxe-Cobourg, mais je suis surtout maintenant un Belge ». Et son épouse, la reine Elisabeth, était une princesse de Bavière, une Wittelsbach. Donc, et c'est elle qui a eu cette formule formidable, un mur, un rideau de fer, expression prémonitoire, est tombé entre mon ancien pays et mon nouveau pays, la Belgique. Bon. Alors, Wilhelmine et la grande-duchesse Charlotte vont faire quelque chose de fantastique. Elles vont à la fois incarner la résistance et la légitimité en quittant le pays pour ne pas servir de caution. Et que vont-elles faire? Et je le rappelle, c'est parce que c'est totalement oublié, elles aussi vont se débrouiller pour lancer des appels à la radio, à la BBC. Elles auront aussi leur appel de Londres. Et ce sont des femmes étonnantes, au pouvoir considérable mais très discret, qui ont donné des exemples, je dirais, formidables. Bon, voilà. La reine Wilhelmine n'était pas d'un charme absolu. La grande-duchesse Charlotte avait beaucoup d'allure, mais ce sont des femmes courageuses. Et on se trouve avec des gens qui vont avoir le talent de transporter la légitimité en évitant d'être compromis, ce qui est très, très délicat, parce qu'ils n'ont pas capitulé. Ils se sont enfuis
mais en gardant les institutions légitimes avec eux. Et vous avez un cas voisin, pardon, j'y reviens, la Belgique, où le roi Albert Ier et la reine Élisabeth vont garder le nord, la région de la Panne, sur la côte belge, qui sera le seul territoire belge non occupé par l'Allemagne, alors que le gouvernement s'est enfui près du Havre, n'est-ce pas, à Sainte-Adresse. Donc c'est très intéressant. On aura des comportements tout à fait différents dans la Seconde Guerre mondiale. Je suis stupéfait par la surprise qu'ont eu certains souverains. Si vous voulez, Nicolas II, on est en début août 14, on a attendu un mois. Il y a eu l'ultimatum à la Serbie, dont on sait aujourd'hui qu'elle était quand même plutôt responsable sans que le roi Pierre Ier en ait été conscient. Et là, Nicolas II rentre dans la salle à manger du palais de Peterhof et dit à l'impératrice Alexandra, son épouse, c'est incroyable, il l'a fait, Guillaume II a osé nous déclarer la guerre, mais il oublie que lui, le tsar de Russie, avait préparé la mobilisation. Donc c'est un enchaînement d'inconscience, de mauvaise foi, dans lequel il y a des gens extrêmement courageux et qui voient arriver tout ce mal, comme le roi des Belges. Et puis il y a ceux qui restent neutres, bien sûr, comme l'Espagne. Oui, exemple. justement, alors l'Espagne. Qui avons-nous en Espagne? L'Espagne, on va avoir un roi étonnant, on va avoir Alphonse XIII, qui était le fils posthume d'Alphonse XII, et qui était si petit à sa naissance que le président des Cortés, le Parlement espagnol, avait dit « Nous avons un tout petit modèle de roi », ce qui avait été jugé... Pas très encourageant. Voilà. Et mes grands-parents qui avaient connu le roi Alphonse XIII trouvaient que c'était un homme plein de charme, qui est venu en France et a été reçu par le président Loubet et a montré une leçon de courage formidable. Il avait entendu parler des guerres carlistes, qui sont une répétition des guerres civiles espagnoles épouvantables au XIXe siècle. Or, lorsqu'il vient au début du XXe siècle visiter la France, et en sortant de l'Opéra Garnier, dans la calèche du président Loubet, on est vers 1903 à peu près, il y a un anarchiste qui a jeté une bombe, et il a eu l'élégance de dire en français « Ce n'est rien, messieurs, vive la France !» Et c'est un tempérament qui va malheureusement lui servir, parce que le jour même de son mariage, il sera aussi plongé dans un attentat épouvantable. Le jour du mariage, Le jour carrément. du mariage, lorsque sa fiancée venue d'Angleterre, et Édouard VII avait dit « Je te préviens, si tu veux épouser une Anglaise, n'oublie pas Gibraltar », colonie britannique depuis 1704. Et donc, ça a été effrayant. Et Alphonse XIII, après plusieurs expériences gouvernementales, lorsque les élections se prononcent en faveur de la République, se retire, n'abdique pas. La monarchie est mise entre parenthèses. Ce qui explique que Franco va garder cette parenthèse, ce qui a rendu possible la restauration avec Juan Carlos. C'est assez intéressant parce que c'était mis de côté. C'est pas en réserve de la République, mais c'est en réserve de la royauté. Et je termine ce livre en faisant une évocation d'un événement incroyable, une sorte de bilan de 1913 aux années 50, avec des références à aujourd'hui dans ce que je dirais le retour de la mémoire en Europe, notamment en Europe centrale après la chute du rideau de fer. C'est que la reine Frédérica de Grèce a organisé une croisière hallucinante dans les années 50, à bord d'un bateau, la fameuse croisière des rois. Pour marier son fils Constantin. Oui. Et ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que sa sœur, Sophie, allait rencontrer Juan Carlos, ce qui prouvait, d'une certaine façon, que malgré deux cataclysmes, l'Europe des rois pouvait encore exister. Oui, parce qu'en fait, tout démarrait presque avec le couple Victoria-Prince Albert. Oui, absolument. En 1914, tous descendent de ce couple. Tous, et en 1917, en avril 1917, le roi George V, qui est un homme assez timide, le contraire de son père, s'est dit, ce n'est pas possible de continuer à porter le nom de Saxe-Cobourg-Gotha. Et au moment où les États-Unis entrent en guerre, comment expliquer aux soldats du Wyoming ou du Nebraska que nous sommes tous cousins, que le roi d'Angleterre est allemand, ce qui est vrai, et que Victoria elle-même, qui représente
l'Angleterre la plus anglicisée, si je puis dire, était une Hanovre, ce qui est insensé. Bon, et la nièce de Georges IV, bah, c'est hallucinant. Il décide, et ça c'est un coup de génie, il était temps, de changer le nom, le patronyme de la famille. Et dans le Court Circular, on peut lire, le bulletin officiel de la Cour, que le nom sera désormais celui de Windsor, que toutes les dignités, tous les honneurs allemands sont oubliés, supprimés, interdits, puisqu'il y avait une hystérie terrible. On ne parlait même plus des bergers allemands. Et parler de choucroute était un acte de trahison. C'est assez grotesque aussi. Bon. Et le coup de génie de George V, c'est de choisir un nom incontestable. Windsor, c'est la plus ancienne forteresse au monde toujours habitée, et qui depuis 10 siècles, depuis Guillaume le Conquérant, à travers toutes les dynasties britanniques, les Stuarts, les Plantagenets, tout ce qu'on veut, les Tudors, a été habité par les souverains, transformé, aménagé, etc. Même Cromwell avait fait faire des travaux après avoir liquidé la pauvre tête de Charles Ier. Bon. Et donc, il y a toute la presse de l'époque et les archives britanniques que j'ai consultées à Londres qui montrent que c'est un coup de génie. Ce qui fait rire énormément Guillaume II, qui envoie une note à son parent lui disant « Tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas que Shakespeare avait écrit Les joyeuses commères de Saxe-Cobourg. » Mais il était un peu curieux, ce Guillaume. Je crois que sa grand-mère, Victoria... Guillaume II est un personnage extravagant parce qu'il est complexé à cause de son bras atrophié. Oui. Donc il va toute sa vie compenser cette atrophie. Il en a parlé lui-même, en souffrant, par des costumes insensés, ahurissants. Nombreux, je crois. Oh, il n'arrêtait pas de se changer, il se mettait en scène lui-même. Alors attention, il n'était pas du tout idiot. Il était brouillon, il était désordre, et en fait très fragile nerveusement. C'était pas un belliqueux, c'est quelqu'un de désordre et qui a besoin d'affirmer une autorité parce qu'on se moque de lui. Et il va enchaîner, par exemple, Victor Emmanuel III de l'Italie est tout petit, mesure 1,53 m comme Staline, ce qui n'empêche pas de faire des grandes choses, nous le savons. Staline, il faisait 1,53 m. Il va lui envoyer une garde de Hulans qui font plus de 2 mètres de haut. C'était le genre de plaisanterie fine de Guillaume II, mais qui est un personnage insensé qui finira, j'allais dire, sur le théâtre des opérations françaises dans son train spécial, manœuvrant et se mettant en scène lui-même, et stupéfait qu'on annonce sa chute et l'armistice. Il y a une chose à signaler, parce qu'on confond toujours. Il n'a envoyé à Hitler qu'un seul télégramme de félicitations pour son arrivée à Paris en 1940, puisque grâce aux Russes, l'offensive de 1914 n'avait pas permis de prendre Paris. Et le reste du temps, il a passé des journées entières à expliquer que Hitler était diabolique parce qu'il utilisait la swastika indienne dans un autre sens, qui est un sens maléfique de mort, de malédiction. Et il a refusé qu'à ses obsèques, il y ait la moindre croix gammée, le moindre représentant du nazisme. Alors, ce qui est très curieux, sur lequel j'insiste, c'est quand même la différence de traitement par les Alliés de la famille de Hohenzollern et de la famille d'Autriche, de Habsbourg. Les Autriches sont bannis, ridiculisés, montrés du doigt, Charles Ier considéré comme un faible, alors que ce malheureux a hérité de la guerre, est un saint, un chrétien, ce qui déplaisait évidemment au laïcisme de l'époque et au courant libertaire, et on le taxe de faiblesse. Il n'a cessé de vouloir arrêter la guerre qu'il n'avait pas déclarée. Les tentatives de paix séparée ont échoué. Je publie des documents inédits qui viennent de Suisse, des gens chez qui une partie de ces négociations de paix séparée à Neuchâtel ont eu lieu et ont échoué à cause de la France de Clémenceau, ce qui a fait des dizaines et des centaines de milliers de morts en plus. Et les Habsbourg sont donc chassés, mis en exil, et on connaît la suite. Le départ pour Madère, la mort de Denis le 1er avril 1922 de l'empereur Charles et la poursuite de la malheureuse Zita, enceinte encore une fois avec 8 enfants et qui sera le symbole des Habsbourg vomis par la République alors que les Hohenzollern
retrouvent leurs biens, une rente considérable, malgré l'inflation démentielle de la République de Weimar, et des trains entiers vont venir près de Dorn, en Hollande, où l'empereur déchu est exilé, lui apporter ses tableaux, son mobilier et tout. C'est très très curieux. Alors c'est vraiment curieux parce que la là, haine nous du retrouvons, Kaiser. et si je vous le dis, c'est parce que nous retrouvons le début de votre question, Catherine. La reine Wilhelmine refuse la demande d'extradition que les alliés vainqueurs veulent lui imposer pour juger en procès Guillaume II. Elle dit « J'ai donné ma parole », car c'est elle qui a donné la parole de l'asile politique. L'ex-empereur restera dans mon pays. Mais je crois qu'Alphonse XIII a accueilli Zita. Oui, par contre, il a accueilli Zita à une période où la malheureuse Zita a si peu de moyens, et c'est son fils, l'archiduc Otto de Habsbourg, le merveilleux archiduc Otto, qui me l'a raconté avec pudeur. Quelquefois, il ne sortait pas de chez lui pendant 3 jours parce que le cordonnier réparait son unique paire de chaussures. Ah oui, la misère, vraiment. La misère, le dénuement, la honte, etc. Et jusqu'à une gloire maudite, en mars 1938, quand Hitler donne comme prénom à l'Anschluss Opération Otto. Parce que Otto de Habsbourg, il me l'a rappelé lui-même, était un des rares premiers lecteurs de Mein Kampf et avait averti tout le monde, nous allons avoir la guerre. Et il m'a dit, personne ne m'a cru, évidemment. Vous voyez ce qui s'était passé en 1914. Et j'ai battu le rappel, mais personne ne m'a écouté. L'archiduc Otto va devoir fuir via Paris et gagner les États-Unis, où d'une très jolie façon, lorsque les autorités fédérales américaines, avec respect, mais sans savoir exactement ce qu'était quelqu'un qui pouvait être l'empereur d'Autriche déchu, lui ont demandé sa nationalité, son arrivée à Washington, il a écrit « européen ». Voilà une... Et là, on a été obligé de montrer ce document au président Roosevelt, qui, lui, a compris. Mais oui, tant de s'en mêler, mais enfin, on devrait avoir l'habitude. On a eu des reines, Anne d'Autriche ou la reine Marie-Thérèse, mais était espagnole, et autrichienne aussi. Pas à ce point-là. Et surtout, tout d'un coup, je veux dire, c'est effrayant, mais n'oublions pas les raisons du déclenchement. Le démembrement de l'Empire ottoman, dont on annonce la mort depuis 150 ans, ce qu'on appelle la question d'Orient, du temps de Chateaubriand. Donc tout le monde en veut des morceaux, et on voit très bien ce que ça donnera après 1918, avec la création des nouveaux États, comme l'Irak, toutes ces frontières, la Jordanie, toutes ces frontières aujourd'hui remises en cause. Comme les États artificiels, et l'empereur Charles, sur le chemin de l'exil, l'a écrit, disant ces États qui ne tiendront pas. La Tchécoslovaquie n'a pas tenu, la Yougoslavie n'a tenu qu'avec la poigne de fer de Tito, de la terreur. Donc. Et il y a un personnage qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, d'une façon inattendue, un des plus grands écrivains français, plutôt classé socialiste à gauche, rend hommage à Charles, c'est Anatole France, qui dit, dans une lettre, le roi était honnête, il était le seul homme qui avait raison, on ne l'a pas écouté, parce que les démocraties n'en voulaient qu'à l'argent et avaient d'autres intérêts. Très dur de la part d'Anatole France. Oui. Et puis il y a les pages de Stefan Zweig qui expliquent le départ de l'exil de Charles et de Zita, où tout le monde est au garde à vous, jusqu'à la frontière suisse, et qui dit « L'empereur, pendant des siècles, depuis 700 ans, ce mot était magique, répété dans toutes les écoles. Je voyais l'empereur qui partait en exil, salué par un pays neutre. C'était la fin d'une tragédie. » Alors c'est cette Europe, mais sous l'angle humain, je dis bien humain, qui est l'opposé de l'Union européenne actuelle où on ne connaît pas les gens. Vous me direz que ça vaut peut-être... Oui, ça vaut sûrement mieux. On a là des gens, et je montre comment ils ont vécu, parfois heure par heure, d'une façon spasmodique, les événements, alliés, ennemis, neutres, les retournements d'alliances, les alliances tardives, les alliances contre nature, les trahisons, les alliances embêtantes, gênantes, les alliances bizarres. Dans les Balkans, c'est un festival, et les pays qui, après, vont s'en sortir ou ne pas s'en sortir. Il y aura quand même encore
Hohenzollern sur le trône après 1919, c'est quand même assez incroyable, et de penser que bon, il y a une répétition dans cette Europe dont on avait voulu naïvement refaire les frontières en ne tenant pas compte des nationalismes, on n'avait rien réglé au traité de Versailles, des aspects religieux très importants, et comme chacun sait, dès qu'on veut tracer une frontière précise, les ennuis commencent. Exactement. Quand on prend une règle et un crayon pour Voilà. dessiner un pays, ça ne tient pas longtemps. Donc voilà, ce sont ces souverains, ces souveraines et leurs descendants sous l'angle humain, intime, le plus quotidien possible, que j'ai voulu raconter. Merci beaucoup Jean Descartes pour cette évocation. J'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir à nouveau pour parler de ces tentatives de paix séparées durant la Grande Guerre, qui sont à elles seules un sujet nouveau, très peu exploré. Merci d'avoir fait des recherches et tout à fait passionnant. Je rappelle le titre de votre livre à paraître fin octobre dans toutes les bonnes librairies. Jean Descartes, le sceptre et le sang, avec ce joli sous-titre, Rois et reines dans la tourmente des 2 guerres mondiales. Et c'est publié chez Perrin. Eh bien, merci, chers amis, merci Jean Descartes. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et c'est un honneur de participer à votre émission. Eh bien, merci pour ce gentil mot. Et on vous donne rendez-vous la prochaine fois.